Bienvenue à Contact établi, une expérience radiophonique de Franco-Presse où se rencontrent des francophones de partout au pays. Dans cet épisode, de Caraquet à Edmonton, un voyage entre famille et francophonie. Alain Roy. Emmanuel Doubledam. Alain Roy, originaire de Caraquet au Nouveau-Brunswick, est directeur général du Théâtre populaire d'Acadie. Après avoir vécu à Montréal, il a redécouvert sa francophonie dans son patelin. Emmanuel Doubledam est né et vit toujours à Edmonton, en Alberta. Inspiré lui aussi par le théâtre, il exprime sa francophonie à travers la dramaturgie et le jeu à l'écran. Double Dam. Double Dam, je le dis bien, oui. Ouais. C'est quelle origine? J'étais curieux de savoir quelle origine, ce nom-là. Ça vient des Pays-Bas, c'est hollandais. Ma mère est francophone. En fait, ma mère vient du Nouveau-Brunswick et mon père est anglophone, d'ici à Edmonton. Écoute, c'est spécial. C'est tellement drôle. On dit qu'il y a 6 degrés de séparation, mais avec une mère qui vient du Nouveau-Brunswick, il y a comme 1 ou 2 degrés de séparation. Est-ce que tu te définis comme quelqu'un qui vit en français principalement? Quand on me demande si je m'identifie plus comme personne francophone ou bilingue, j'ai de la misère à répondre parce que c'est comme les deux. Je suis bilingue et je suis francophone. C'est difficile à répondre. Mais tu ne te dis pas anglophone? Non, parce qu'il n'y a pas au Canada, il n'y a pas d'identité culturelle associée avec l'anglophonie. C'est comme le défaut. Mais la francophonie canadienne, et surtout la francophonie hors Québec, c'est identitaire, c'est culturel. Ça fait que, oui, je m'associe comme à cette étiquette-là, mais pas nécessairement à l'étiquette anglophone, mais en même temps, oui, à l'étiquette bilingue, parce que ça fait partie aussi de mon quotidien. Oui, oui. C'est vrai, on ne dit pas l'anglophonie canadienne. Non, je n'étais même pas certain si c'était un mot. En le disant, je sais, c'est pour vérifier, mais tu aurais pu quand même... Parce que ta mère, est-ce que ta mère était très active au niveau de la francophonie? Oui, Okay. absolument. Je pense que c'est en partie pour ça que je suis encore impliqué, parce que comme toute ma vie, ma mère, jusqu'à temps que j'avais 12 ans à peu près, elle était... C'est quoi le mot? Stay-at-home mom. Je ne sais pas comment le dire en français. Mère au foyer? C'est ça, elle ne travaillait pas. Elle avait pris... Mes parents ont comme choisi quand mon frère est né. Et quand mon frère aîné est né... tu sais que Yvon Deschamps disait, hein, ma mère ne travaillait pas parce qu'elle avait trop d'ouvrages. C'est ça, exactement. Ils se sont dit, tu sais... Elle était à la maison, mais c'est pas parce qu'elle ne travaillait pas, elle avait de l'ouvrage. Elle travaillait. Ouais. Mais justement, tu sais, elle ne travaillait pas, entre guillemets, elle ne faisait pas un salaire, mais elle était bénévole. Elle travaillait comme bénévole souvent à notre école, à moi et mon frère, et puis dans la francophonie pour divers organismes. Elle siégeait sur des conseils d'administration, elle faisait partie de des comités d'organisation d'événements, de toutes sortes d'affaires. Alors, on était toujours quelque part dans la francophonie après l'école aussi. On ne rentrait pas tout de suite à la maison, on allait faire autre chose. On était très occupés. Alors, j'ai comme apporté ça dans mon adolescence et dans ma vie adulte. Et puis, j'ai de la misère à trouver du temps pour me reposer parce que j'ai toujours mes doigts quelque part, je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, tu as une fierté de ça, tu as une fierté, cette fierté francophone-là, elle est forte chez toi, je le sens. Là. Je pense que ça c'est juste à donner. J'ai commencé à travailler à l'Uni-Théâtre après l'université et puis j'ai vu à quel point cette communauté-là qui m'avait entouré dans mon enfance avait contribué à mon parcours et à mon cheminement et je me suis dit, c'est à moi maintenant de redonner à cette communauté-là puis d'aider à former la relève et à donner envie aux gens de rester engagés dans cette communauté qui est si unique. Mais c'est spécial, c'est le sens de la communauté. Ça, on partage ça, tu sais. Hein? Moi, je suis aussi très attaché à tout le sens de la communauté. Je pense qu'on bâtit notre identité aussi, puis on est devenus aussi les êtres humains qu'on est parce qu'on a vécu en communauté. Là. Oui, absolument, absolument. Je me vois mal quitter cette communauté-là parce que
à la fois un sentiment de devoir, mais aussi un énorme sentiment d'appartenance. Et puis, je pense que c'est pour ça que je suis encore à Edmonton, parce que je n'ai pas fini là. Il reste encore des choses à faire. Moi, je viens d'une famille, on était 9 chez nous. J'avais 4 frères, 4 sœurs. Fait que moi, le sens de la communauté a commencé à la maison. Ma mère n'avait pas le temps de nous élever, on s'élevait entre nous. Mais toi, tu as quitté un peu comme moi, j'ai toujours resté dans la même petite communauté, le même noyau. Ouais. Mais toi, tu as vécu ailleurs pendant plusieurs années avant de revenir. Est-ce que tu as trouvé que ça a changé? Est-ce que ta communauté, tu as trouvé qu'elle avait changé dans le temps que tu n'étais plus là ou tu es resté quand même assez en contact? Bien, je suis resté en contact dans le sens que moi, mon père est décédé comme j'étais à l'université, donc assez jeune. Donc je disais toujours que quand je revenais ici, je revenais voir ma mère et la mère. Parce que c'était comme mes vacances d'été. J'étais à Montréal presque 30 ans. Je travaillais en théâtre, moi aussi. Toi aussi, tu fais du théâtre. Moi, j'ai été principalement assistant à la mise en scène et régisseur dans à peu près tous les théâtres de Montréal, en faisant des tournées aussi, beaucoup au Québec. J'en ai fait en Europe aussi. J'ai fait des tournées un peu au Canada, plus ou moins. En fait, j'ai redécouvert la francophonie en revenant m'installer ici. Mais quand je revenais donc dans la région de Caraquet, je revenais surtout voir ma mère. J'avais plus ou moins de contact avec la communauté. Et pendant que j'étais à Montréal, ma communauté à moi, c'était la communauté de théâtre. Je voyais que des gens, parce que je travaillais beaucoup, je travaillais dans différents théâtres. Donc, c'est ce que c'est quand on est sur un projet, bien, ça devient notre petite famille pendant le projet. Oui. On est très proches. Des fois, on garde des liens ou on les retrouve sur un autre projet, mais ça demeurait, mon monde était beaucoup autour de ça. Et c'est extrêmement nourrissant. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène. Vraiment, j'ai été choyé. Là. C'était des belles productions que je faisais au Théâtre du Nouveau Monde, dans les théâtres aussi, des plus petits théâtres. Mais quand j'ai décidé de revenir m'installer ici, là, j'ai été en contact avec une communauté. Puis ici, c'est petit, on est Caraquet, il y a à peu près à peine 4300 habitants. Et c'est un milieu qu'on appelle urbain. Parce qu'un milieu rural, tu imagines, comme quand tu vois des fermes, mais nous, c'est comme une petite communauté, mais avec, on dirait, on a accès à des choses de grandes villes. D'ailleurs, je voulais te demander, toi, quel pronom tu utilises? Moi, c'est « il » et « lui ». Pareil pour moi, oui. Avec accent masculin. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et mon adolescence à me sentir pas tout à fait à l'aise dans mon corps et dans mon identité sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est ça, en 2016, j'avais 20 ans, je me suis rendu compte que j'étais trans. Et puis, j'ai fait un coming out, j'ai fait une transition. Et c'est une des meilleures décisions de ma vie. Ça a complètement changé mon niveau de confiance en moi-même, en qui je suis. Je suis vraiment... j'ai que des bonnes choses à dire de ma transition. Puis, ouais, c'est comme quelqu'un, justement, une minorité dans une minorité, parce que j'avais tellement été impliqué dans la francophonie dans mon enfance, c'était une inquiétude que j'avais parce que les gens avec qui j'allais travailler à l'Uni-Théâtre, parce que j'ai commencé à l'Uni-Théâtre comme un an et demi après ma transition. Okay. Après, j'ai commencé ma transition. Donc, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'étais pas trop... que je ne participais pas autant aux activités dans la francophonie. Et puis, quand j'ai commencé à l'Uni-Théâtre, j'étais un peu nerveux parce qu'à Edmonton, il y a
un édifice qui s'appelle la Cité francophone. Puis c'est là qu'ils se retrouvent presque tous les organismes à but non lucratif francophones albertains ont leur bureau dans cet édifice-là. Et le Collège Saint-Jean aussi? Il est de l'autre bord de la rue, mais c'est juste à côté. Ah, OK, c'est d'accord. Ça. Okay. Oui, c'est dans le quartier francophone qu'on l'appelle à Edmonton. Et puis, dans la cité francophone, il y a le théâtre et les bureaux de l'Uni-Théâtre. Donc, je savais que j'allais travailler dans un édifice où la plupart des gens qui m'avaient vu grandir, Emmanuel tout petit, allaient maintenant me revoir et que j'avais pas encore fait, ou j'avais fait un coming out public, mais c'est pas tout le monde qui l'aurait vu nécessairement et que j'avais pas croisé ces gens-là depuis longtemps. Ça fait que j'étais inquiet que j'allais vivre des moments malaisants en recommençant à m'intégrer un peu dans la francophonie. Mais franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout reçu de commentaires négatifs des gens à la cité francophone. Pour dire que j'en ai pas reçu du tout, mais pas dans cet environnement de travail-là. Okay. Et puis, l'autre chose qui m'inquiétait aussi, c'est parce que je suis acteur, je suis comédien. Et puis, c'est pas comme au début d'une transition, et surtout d'une transition médicale, on n'est pas nécessairement rendu au point dans le théâtre où c'est facile de trouver des rôles pour les personnes trans qui, je dis ça, ne passent pas. Comme, mettons, au début de ma transition, avant que j'avais commencé la testostérone, avant que j'avais eu une chirurgie de poitrine, on me percevait encore comme femme, même si je suis un homme. Donc, de trouver trouver un rôle d'homme, j'en ai pas eu essentiellement jusqu'à temps que j'avais fait ma transition. Ça fait que c'est ça que ça m'inquiétait aussi parce que le théâtre fait tellement une grande partie de ma vie. J'avais vraiment peur de perdre cet aspect-là avec ma transition, mais finalement, ça s'est bien passé. Quand tu parles du... ben oui, mais... non, mais je trouve ça tellement admirable, là, si tu savais, là, je trouve ça beau. Ça m'émeut quelqu'un qui peut parler de ça comme ça, qui a vécu ça. Le malaise, tu l'avais, quand tu disais que tu avais de retourner dans ce milieu-là où tu avais connu autrement, mettons, tu avais un malaise. Avais-tu un malaise pour les autres ou c'était ton malaise à toi que tu transportais? Je pense que j'étais juste inquiet que j'aurais de la misère ou que les gens ne feraient pas l'effort pour reconnaître mes nouveaux pronoms ou l'épellation de mon nom ou qui se poseraient des questions s'ils me croisaient dans la salle de bain des hommes ou des affaires comme ça que j'étais comme « Oh, tu sais, est-ce que je vais devoir faire des coming out? » Mais selon ce que j'ai vécu, j'ai pas, en tout cas, peut-être que ça m'est arrivé puis j'ai juste complètement, je me suis forcé à l'oublier, mais j'ai pas de souvenir de non, mais tu aurais senti des choses. Écoute, c'est ça. Tu es quelqu'un de sensible, tu aurais senti quelque chose. Oui, ça fait que c'était plus moi parce que je m'inquiétais vraiment. Puis j'avais pas nécessairement eu un coming out super facile avec ma famille. Donc, de voir... c'était pas terrible, mais c'était pas facile non plus. Puis, je m'inquiétais que la même chose allait se reproduire dans mon milieu de travail. C'était ça ma plus grande inquiétude parce que là, c'est encore plus difficile de l'échapper parce que c'est ça qui te permet de vivre. T'sais. Avec ma famille, je peux prendre mon temps. J'habitais pas plus avec mes parents à ce temps-là de toute façon. Donc, si j'avais besoin d'un moment pour comme m'éloigner puis juste prendre du temps pour moi-même avant de retourner leur parler par rapport à telle et telle chose, c'était faisable. Mais au travail, c'est comme, je peux pas... si je laisse ma job, il faut que j'en trouve une autre puis assez rapidement parce que c'est pas... On peut pas juste... En tout cas, mais ça s'est super bien passé côté francophonie pour cette partie-là. Et puis, depuis, je continue à m'assumer. C'est pas tout le monde qui est autant à l'aise d'en parler, mais je pense que c'est assez important. Puis, puisque je me sens confortable d'en parler, je pense, encore une fois, ce sentiment de devoir, parce que j'ai envie que ça se passe bien pour d'autres personnes aussi. Puis c'est pas toujours le cas dans la francophonie albertaine, en tout cas. Puis pas même en Alberta en général, pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre.
la francophonie albertaine est très religieuse. Oui, OK. Et puis, donc, il y a quand même assez un recul. Ça s'améliore et ça s'améliore beaucoup et ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a reçu un spectacle ici qui s'appelle Alapi. En fait, c'est un collectif qui a été fait avec des comédiennes inoues, donc du Grand Nord. Puis la metteur en scène qui s'appelle Laurence Dauphinet, elle disait dans son mot, en fait, elle dit qu'aller à la rencontre de ces peuples-là du Grand Nord, ça provoque un malaise chez nous. Est-ce qu'on va être maladroit? Est-ce qu'on va dire les bonnes choses? Est-ce qu'on... tu sais, qu'est-ce qu'on... Un sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit, là. Mais elle disait aussi dans son mot, ce malaise-là, il est nécessaire. Non seulement il est nécessaire, c'est qu'il fait avancer. Oui. Moi, quand je me retrouve dans des situations comme ça de malaise, ça me force à me questionner. Puis je pense que, je te dirais même, tu sais, que l'humanité, on avance avec des malaises comme ça, avec des questionnements. Oui. Et puis, c'est toute cette ouverture-là des genres qu'on voit de plus en plus, là, ça nous ouvre l'esprit aussi. Ça fait de nous, probablement, ben pas probablement, je pense que ça fait de nous une humanité plus riche. Oui. Ben, ça prend de la vulnérabilité d'avouer qu'on ne connaît pas quelque chose ou qu'on n'est pas certain de quelque chose. Et puis, je pense qu'on a tous un peu peur d'être vulnérables. Donc, c'est pas surprenant que ce malaise-là, cette vulnérabilité-là, c'est quelque chose qu'on veut éviter, mais c'est comme tu dis, sans l'accueillir à bras ouverts, cette vulnérabilité-là, on ne va jamais rien apprendre. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut en apprendre sur les autres qu'on connaît moins si on n'est pas prêt à avouer qu'on en connaît moins ou qu'on a appris les mauvaises choses et qu'on a besoin de réapprendre? Parce que dès qu'on pense qu'on sait quelque chose, là, c'est comme, on ne veut pas avouer qu'on avait tort non plus. Oui, on se réconforte dans ce qu'on sait, puis on reste... Mais, puis la notion de curiosité, ça aussi, je trouve important. J'enseignais un peu à l'École nationale. J'ai étudié à l'École nationale, puis j'ai enseigné quelques années aussi. Puis je disais toujours aux étudiants, regarde, si vous pouvez retenir une chose de moi, la seule chose, c'est soyez curieux. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Je trouve ça dommage, moi, dans un pays bilingue comme le nôtre, qui a toute cette difficulté-là on n'est pas plus bilingue que ça. Je veux dire, c'est comme... C'est un plus. C'est une richesse dans la vie. Tu vas en Europe, puis il y a des pays où ils parlent 6, 7, 8 langues. Ils sont polyglottes. Oui. Et nous, on se bat ici parce qu'on a 2 langues. C'est le minimum dans d'autres pays, c'est 2. C'est impressionnant. Tu sais, moi, j'ai été chanceux de grandir avec le français et l'anglais chez moi, les 2 en même temps. Donc, quand les gens me demandent c'est quoi ta langue singulier maternelle, je ne sais pas quoi répondre parce que j'ai toujours parlé les 2. Je n'en ai pas appris une avant l'autre. Ça fait que j'en ai 2 langues maternelles. Ben, j'ai une langue maternelle puis une langue paternelle. Pour moi, c'est comme c'est les 2. Les 2 ont été parlés chez moi. Les 2 parce que je faisais l'école en français, mais que le reste de mon environnement à l'extérieur de l'école était en anglais. C'est comme j'avais un peu les 2 univers en même temps. Il n'y en avait pas une que j'apprenais. Je parlais les 2 en même temps. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui choisissent d'apprendre, qui ont seulement parlé une langue et qui choisissent d'en apprendre une deuxième, de prendre ce premier pas vers un peu élargir leurs horizons de langue parce que c'est intimidant. C'est très intimidant. Oui, ça l'est. Ton père avait cette ouverture-là aussi par rapport aux 2 langues? C'est drôle. En fait, ma mère, elle a une culpabilité par rapport au fait que mon père ne parle pas français. Mon père comprend le français, il peut lire le français. Je suis certain que s'il voulait, il pourrait l'écrire aussi, mais il ne le parle pas. Et c'est parce que l'histoire que ma mère raconte toujours, c'est que quand mon frère était tout petit, mon père était avec lui à la fenêtre et puis il y a quelqu'un qui traversait ou qui marchait dehors, je ne sais pas trop quoi. Et puis, il pointait à l'homme, il a dit « Look at the monsieur » au lieu de « Look at the monsieur ».
Puis ma mère ne voulait pas que mon frère et moi, on ait un accent anglophone en parlant français. Donc, elle a dit à mon père, parle-leur juste en anglais. Oh! Oui. Et puis, elle se sent tellement coupable parce Oui. qu'elle réalise qu'elle a imprégné en lui une insécurité linguistique parce que maintenant, là, il ne se sentait plus à l'aise. Il avait peur que sa prononciation ne serait pas assez bonne ou que peu importe. Ça fait qu'il ne l'a jamais parlé. Mais moi, quand je suis arrivé, tu sais, quand j'ai commencé à travailler en théâtre à Montréal, j'étais assistant régisseur, donc souvent, tu as à souffler le texte. Tu sais, c'est un comédien donc, j'étais dans des situations où je soufflais du texte, du Racine, par exemple, mais avec le gros accent acadien, pouf, ça stoppait la répétition. Il y a tout le monde qui me regardait. Ben non, ça m'a jamais dérangé comme tel, je te dirais, parce que j'ai adopté cette famille-là du théâtre. Alors, moi, j'avais le goût d'être dans cette famille-là. Fait que, tranquillement, je me suis mis à faire l'exercice, puis j'ai eu un français plus soutenu, j'ai perdu mon accent. Mais ici, on a quand même à Caraquette, on est dans une région qui a un accent, je te dirais, un français beaucoup plus soutenu. En fait, nous, la particularité ici dans le coin, c'est les on. Le son on n'existe pas. On dit une maison. Une maison, oui. Ouais, la maison. Puis il y a toujours le gag aussi du prof d'éducation physique qui disait « mettez-vous en rang ». Et là, tout le monde se mettait un par derrière là. Il n'a pas en rang, en rang. Mais lui, il voulait dire en rond. Mais lui, dans sa tête, il disait rond. Mais ce qui sortait, c'était rond. Fait que quand tu dis rond, il y a un par derrière l'autre. Ça prenait du temps avant d'ennuyer les étudiants puis tout. Puis moi, donc, tout le temps que j'étais à Montréal, je ne me suis pas tenu non plus avec la diaspora acadienne. Mes amis n'étaient pas nécessairement acadiens. Ils étaient du milieu du théâtre. Puis c'est en revenant, en fait, m'installer ici en Acadie, que là, j'ai découvert, en quelque part, où j'ai découvert la francophonie canadienne. Et ça, je te dirais que moi, c'était le plus grand choc. Parce que tu me demandais aussi tout à l'heure, tu sais, qu'est-ce que je trouve qui a changé dans ma communauté. Je ne vois pas vraiment grand-chose, mais dans la francophonie canadienne, je sens qu'il y a une force. Et tu me confirmes aussi, des gens qui viennent comme toi, qui ont cette volonté-là aussi de vivre, de faire rayonner le français, tout en acceptant une réalité qui est bilingue aussi. Tu peux vivre bilingue. Moi, j'ai de la misère des fois quand tu parles à moitié une langue. Mais là, ça vient toute la question aussi de, par exemple, ici, quand on parle du chiac. Oui. Pour moi, le chiac n'est pas vraiment une langue. Il y en a qui vont dire, ben oui, c'est une langue, tu parles, moi, c'est une langue. Tu sais. Je trouve plus que c'est une couleur de la langue. Mais, c'est vrai que comme, tu sais, en contexte comme celui-ci, je m'assure vraiment je dis encore, entre guillemets, de parler un français soutenu. Mais avec mes amis, c'est vrai que l'espèce de franglais ressort beaucoup plus. Le code switching, l'utilisation du premier mot qui nous vient à l'esprit, mais même là-dedans, il y a quasiment des règles de comment ça fonctionne. Si j'utilise un verbe anglais, je le conjugue avec le « et » à la fin français, tu sais, comme j'ai parké ou que je dirais pas nécessairement en contexte plus soutenu, mais que quand j'écris des pièces, puis que j'écris des personnages qui sont comme moi, qui sont franco-albertains, qui sont bilingues, ça ressort sur la page parce que c'est ma réalité, puis c'est la réalité de mes amis, c'est la réalité de ma communauté, puis je suis francophone. Je parle un différent français selon avec qui je me retrouve et dans quel contexte je suis. De dire qu'il y a trop d'anglais ou que l'accent est trop, peu importe, dans quelque chose que j'ai créé pour me représenter, ça vient me dire tu n'as pas le droit de t'appeler francophone si tu écris comme ça. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un appauvrissement de la langue. Je ne sais pas, je dirais que pour moi, c'est un enrichissement de la langue. Ces nuances-là vont être différentes d'une région à une autre parce qu'il y a certaines choses qui doivent être
reconnue et comprise universellement. Mais quand ça vient alors, pour moi, par exemple, au théâtre, pour moi, c'est très important que ma communauté se reconnaisse. Mes amis ne vont pas se reconnaître dans un français soutenu qui a lieu dans un contexte social. Parce que c'est pas comme ça qu'on parle dans un contexte social. Donc, pour moi, ça vient, c'est comme, est-ce que c'est un reflet authentique du vécu de la communauté qu'on essaie de représenter, oui ou non? Et puis après ça, ça devient, comme je dis, ça devient un enrichissement de la langue parce que on est en contexte minoritaire et notre cervelle, je parle pour moi et mes amis, notre cervelle fonctionne avec les deux langues en même temps. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Manuel, parce que ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, l'insécurité. Quand on se sent menacé, quand on ne comprend pas des choses. Mais il reste que derrière ce que je te dis, il y a une certaine crainte aussi, comme je te dis, d'une perte de la qualité. Ben, c'est peut-être une crainte par rapport à moi-même, par rapport à la perte de la langue ou des choses du genre, qu'on perde la langue et tout. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a une richesse là-dedans aussi. Moi, j'ai trouvé que quand je parlais à ma façon et que, mettons, il y a 1 ou 2 mots anglo qui s'infiltrent dans ma phrase, quand on me corrigeait ou qu'on me disait que c'était pas une bonne structure de phrase, ça me donnait moins envie de parler français tout court. Mais, mettons, j'ai une conversation avec quelqu'un qui parle français comme langue seconde, que cette personne-là est en train d'apprendre le français. Je laisse cette personne-là exprimer ce qu'elle veut dire, peu importe comment ça sort, qu'il y ait 6, 7, 8 mots en anglais qui rentrent dans une phrase de 10 mots, puis qu'il y en a juste 2 qui sont en français. Déjà, cette personne-là a trouvé les 2 mots en français qu'elle voulait dire. Et puis quand je lui réponds en français puis qu'elle comprend ce que je dis, elle va peut-être aller chercher les mots qui lui manquaient, puis dans sa prochaine phrase, elle va les inclure. Mais si je lui dis, si je corrige cette personne-là, puis que je dis « Ah non, tu as mal prononcé ça » ou que ça, c'est... Là, c'est peut-être là que la personne va même pas vouloir essayer. Puis, c'est comme si on veut que la francophonie soit vivante et croissante, on a besoin d'accueillir tous les accents, tous les niveaux de français. Parce que s'il y a des gens qui s'intéressent au français, d'où c'est venu cette attitude que le français d'une personne qui l'a appris en immersion française est moins bon que le mien. Il y a beaucoup de place à réfléchir à ce que ça veut dire la francophonie canadienne et qui on veut inclure là-dedans et qui on veut accueillir dans cette étiquette-là ou cette identité-là. Soyons ouverts. Entièrement d'accord. Contact établi, une production de Franco-Presse réalisée grâce à la bourse Enrichir nos communautés d'UniTV. Idéation, montage et réalisation, Mélanie Tremblay. Recherche, Andréane Joly. Promotion et communication, Julia Blonda et Amélie Lafrance. Retrouvez tous les épisodes de Contact établi sur francopresse.ca.